j'ai tué des gens, je pas que je regrette pas, je pense que moi et tous mes camarades qu'on fait ce que je fais moi, on l'a fait par devoir parce qu'on avait un danger autour de notre famille et de notre peuple, le Pied Noir qu'on était en Algérie. Nous avons fait ce que nous avons fait, ce que nous devions faire pour défendre. Parce que nous étions dans un quartier très difficile. Il n'y avait qu'une avenue qui traversait en couple cette avenue, c'était l'avenue de Tlemcen. Les autres quartiers isolés du centre-ville. Il fallait maintenir cette voie. Je me souviens par exemple, ce qui était terrible pour moi, c'est que j'entendais par exemple des civils, pieds noirs comme moi, qui étaient tout acquis à notre cause, alors que je fuyais après avoir fait quelque chose, me crier assassin. C'était terrible. Moi qui ai tant payé le prix, enfin ma famille a tant payé le prix de l'Algérie. Et j'ai entendu des pieds noirs comme moi me crier assassin. Ça c'est... mais on ne savait pas, parce que c'était les premiers attentats, je dirais, à l'Algérie française, car nous venions de subir pendant 6 ans les attentats du FLN. Alors c'est pour ça qu'il faut mettre les choses à leur juste place. C'est que pendant 7 ans, on s'est fait massacrer, et nous, pendant 1 an, on a rendu un peu. Je dis un peu parce que c'est complètement disproportionné les gens qui ont été tués par l'OS par rapport aux gens tués par le FLN. OAS, Organisation de l'armée secrète. 3 lettres qui résonnent comme un tabou, peut-être un des plus douloureux de notre histoire coloniale. En 1961, les Français vont déclencher une terrible guerre civile en s'opposant à l'indépendance de l'Algérie. Durant 2 ans, elle fera vaciller la République. L'histoire de l'OAS, c'est la face cachée de la guerre d'Algérie. Une histoire encore interdite, celle des perdants. Ce film donne pour la première fois la parole à ces hommes de toutes origines et de toutes conditions qui firent le choix de l'OAS par désespoir ou par aveuglement. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Il est bien qu'on m'a fait, ni le mal, ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Celui qui fut l'idéologue de l'OAS s'appelle Jean-Jacques Suzini. Il dirige aujourd'hui une entreprise de sécurité après avoir passé plusieurs années en prison. Nous sommes retournés avec lui à Madrid, sur les lieux où fut créé l'OAS, en 1961. Vous pensez que c'était à quel étage 14e. C'est dans cette tour que s'est constituée, début 1961, l'organisation de l'armée secrète. Nous avons ici décidé de créer une organisation de résistance après avoir hésité sur le nom à lui donner. Pour ma part, j'avais songé à l'armée secrète, c'est-à-dire à cette organisation, l'AS, qui avait pour la première fois fait participer l'armée de Vichy à une action de résistance anti-allemande. Et puis Pierre Le Gaillard voulait faire preuve peut-être d'un peu plus d'originalité, et il a ajouté aux 2 lettres de l'armée secrète, de l'AS, la lettre O qui signifiait organisation. On vous disait d'extrême droite, on disait salon républicain et de gauche, c'est quoi le projet politique? Mais je crois qu'à partir du moment où le combat pour l'Algérie française s'intensifie, on ne peut plus parler de projet politique précis. Pas plus que dans la résistance, on ne pouvait parler de projet politique précis. La résistance a regroupé toutes sortes de gens, d'abord appartenant à la droite dans les années 40, puis après l'attaque de l'URSS par l'Allemagne nazie, des communistes. Mais il y avait quand même un projet fondamental qui était la libération du territoire national. En Algérie, nous nous retrouvons dans des circonstances très voisines, très semblables. Les options politiques des uns et des autres, quelles qu'elles aient pu être, s'effacent devant la nécessité de sauver la terre d'Algérie, terre sur laquelle nous étions nés.
département d'Algérie. Pour eux, comme pour la grande masse des hommes politiques français, pour Mendès France ou Mitterrand, l'Algérie c'était la France. Ils n'avaient pas conscience pour la plupart du fossé qui se creusait avec la communauté musulmane. Celle-ci n'avait qu'un droit de vote extrêmement limité et un accès contrôlé à certains métiers. Seuls certains Français se rendaient compte de l'évidence de ce clivage. Le racisme pied noir est un racisme spécial, c'est un racisme à la fois très violent et, si le mot n'était pas ridicule, très amical. Ils cohabitaient avec, ils vivaient, les gens dans la ferme, dans les fermes, on vivait avec. Le rapport n'était pas uniquement d'hostilité, il était d'un mélange de paternalisme, de mépris, d'affection, un peu le mélange qu'on a. Écoutez, les nounous étaient arabes, donc à beaucoup d'égards. Oui, c'était très bizarre, si vous voulez. Puis en même temps, civiquement, rien. La fin de nos recevoir, ça devait être comme ça pratiquement pour l'éternité. Cette population était dans un statut historique tant ambigu qu'ils n'étaient pas des Français comme les autres, parce que beaucoup d'ailleurs ne connaissaient même pas la France de ces Oranais qui n'étaient jamais venus, qu'ils n'étaient pas non plus des gens qui avaient montré qu'ils pouvaient s'entendre avec les musulmans, c'était pas possible, ils en avaient eu toutes les occasions en un siècle, ils les avaient toutes refusées. Rappelez-vous les accords Blum-Violette en 36-37, à aucun moment il n'y a eu aucune concession qui était faite, donc c'était impossible. Bref, c'était une structure de vie coloniale, il n'y a pas d'autre mot, et le temps du colonialisme était dépassé. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Empire français est en pleine déliquescence. L'Indochine est abandonnée dans le déshonneur par les militaires. Le Maroc et la Tunisie accèdent à l'indépendance en 1956. Et beaucoup de pieds noirs, viscéralement attachés à l'Algérie française, craignent alors que ne vienne bientôt leur tour. Mon pays, la France, c'est passé avant. Ma façon de respirer. Vous savez qu'il y avait certaines personnes, même des gardiens de prison modestes, quand ils entendaient la Marseillaise, ils pleuraient. C'est-à-dire, mon père a fait 14-18, il a fait chemin des dames et tout. Il a toujours arboré ses décorations. Bon, Guillermo avait arboré ses décorations, nos enseignants, notre clergé, c'est pas celui qu'il y a ici, et il était plutôt patriotique. Alors, toujours on entendait, quand la France perdait une bataille, on avait tous mal au cœur, on pleurait presque, et quand elle gagnait une bataille, on était toujours content. Donc on aimait la France au-dessus, elle était plus royaliste que le roi. On aimait la France au-dessus de nos moyens. C'est en novembre 1954 qu'avait démarré l'insurrection algérienne. En août 1955, 71 Européens sont tués dans le Philippe-Villois, à l'est d'Alger. Un massacre qui marque la population pied noir, qui désormais n'ose plus s'aventurer hors des villes. J'avais un oncle, et il avait un emploi dans le transport de camions frigorifiques, il faisait Rouen-Colomb-Béchard. Et sur la route de Guinon, un jour, il a été arrêté par un barrage du FLN, ils ont brûlé le camion et ils l'ont tué. J'ai posé la question au gendarme, j'ai dit bon, voilà, je suis le neveu de M. Cordier, etc. Est-ce que vous avez arrêté les auteurs de l'attentat? Il me dit, M. Molina, c'est pas possible. Il m'a dit, ce sont des gens, ce sont des bergers. Il dit, ils enterrent les vêtements militaires et les armes, et quand ils doivent faire un attentat, ils déterrent, ils s'habillent en militaire, ils font le barrage, ils tuent les gens, ensuite ils reviennent, ils enterrent de nouveau les armes et les habits militaires, et ils gardent les moutons, ils sont bergers. Moi j'avais 14 ans. Quelques jours après, j'allais faire. J'ai vu mon père arriver sur la civière. Je suis né à Rouen, donc une famille très méditerranéenne. Il y a les voisins, il y a tous les oncles et tantes. On évacue les enfants. Moi, je suis chinois, donc on ne m'a pas évacué. Je
je tombais sans me dire, surtout le Pierre ne voit pas son père. Et l'espace de quelques instants, j'ai vu mon père. Mes oncles nettoyaient, il était nu. J'ai vu plein de un sang noir coagulé, des trous. Plus tard, j'ai vu un spectacle encore plus épouvantable que ça, je vous en ai parlé tout à l'heure. Je ne raconterai pas ça parce que c'est difficile. Bon, j'ai vu la tête de quelqu'un qui m'était proche, en effet, avec son père, sa mère et son frère. Et puis quand je suis monté dans la chambre, À partir de 1956, l'insurrection algérienne, jusque-là limitée au bled, entre dans les villes. C'est la stratégie de la terreur décidée par le FLN au congrès de la Soumane. Les attentats se multiplient à Alger et touchant désormais l'ensemble de la population européenne. Simultanément, le FLN terrorise ceux qui ne lui sont pas fidèles. Le massacre à Mélouza de 300 musulmans marque un nouveau degré dans l'horreur. Pour contrer cette offensive, l'armée française se lance dans une réaction de grande envergure. C'est la bataille d'Alger, qui éloignera plus encore les deux communautés d'Algérie. Qu'est-ce que c'est ce tatouage que vous avez sur la main? C'est ma carte d'identité, monsieur. O-R-A-N, Oran. Quand est-ce que vous vous êtes fait ça? À l'âge de 18 ans, monsieur. Déclaration d'amour. Exactement. Parce que j'ai toujours aimé mon pays. Quand vous êtes né dans un pays, que vous avez tout, et quand on vous dit demain il faut partir, on va se battre jusqu'au bout pour essayer de rester, de garder son pays, ses amis d'enfance, avec qui nous avons été à l'école, avec qui nous jouions au ballon avec des pelotons chiffons dans les rues. Tout ça c'est fini. Ça vous rappelle l'Oranie, ce décor? Ce qui rappelle, c'est Ajaccio. Quand tu vas à Ajaccio, tu crois que tu retrouves... sanguinaire, tout ça. Non, mais non, même Ajaccio, la place d'Ajaccio, tu crois que c'est une place d'Algérie. Tu sais, un Témouchin, normal, tous les petits villages d'Algérie. On retrouve la même... la Corse, c'est vrai. Pour le tour, c'est magnifique. Là, aujourd'hui, on n'arrive pas à voir l'Algérie, tu vois, parce que là, c'est là aujourd'hui. Un peu loin. Dans des comptes, On n'arrive pas à voir l'Algérie. devant la gare, on était réfugiés politiques, on voyait les rivières en face d'Aurore. D'Alicante, on voyait Oran. Ah non, on voyait là, le lueur, les côtes, les lueurs. La véritable histoire de l'OAS commence dès 1956, soit 5 ans avant sa création officielle, avec la formation des premiers groupes d'autodéfense européens. Ils fourniront plus tard les premiers bataillons de l'organisation de l'armée secrète. À l'époque, ils s'appellent contre-terroristes. On n'était pas beaucoup, on était 5 ou 6, et on a commencé à aller, quand on avait des renseignements, disons, qu'on avait des renseignements par des amis qui étaient dans la police ou autre, et on allait jeter une grenade pour que la police vienne perquisitionner. Vous voyez? Vous l'attaquez à qui? Pardon? Les cibles, qui les décidait, comment vous les choisissiez? Les cibles étaient données par des gens qui faisaient du renseignement, vous voyez, mais c'est pas nous-mêmes qui disaient tiens, on va aller là, on va jeter une grenade pour le plaisir parce qu'il y a des Arabes dedans. Non, on le faisait que sur renseignement. Quand on savait quelqu'un, c'était un lieu de rendez-vous du FLN, on allait relancer la police, venir ramasser les tracts et ramasser tout le reste, et nous, on se cachait.
c'était un samedi, et j'ai dû aller avec Comédie Française avec ma femme. Et quand nous sommes rentrés de faire quelques courses, j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres un petit mot de mon ami Pouzol, me disant « Prépare ta valise et viens à la boîte rapidement, nous partons à Alger ce soir ». Bon. Nous sommes donc arrivés à Alger, et là on a retrouvé tout à fait une ambiance de guerre, des patrouilles militaires, etc. Au cours d'une perquisition, ils étaient arrivés dans une villa, dite la Villa des Sources, où ils avaient découvert une pièce qui avait tout à fait l'aspect d'une chambre de torture. Ils avaient même enlevé 2 ou 3 Arabes, notamment le propriétaire d'un tabac, qu'ils avaient emmené dans une ferme à la campagne, essayé de faire parler, le pauvre malheureux n'avait peut-être pas grand-chose à dire, et on l'avait torturé de manière telle qu'il était mort. Il s'était débarrassé du cadavre ensuite, et nous voyons donc arriver chez nous, parce que mis en cause progressivement, Martel, qui était agriculteur dans le Midi-de-Jean, Fatin, qui était également agriculteur, Georges Fatin, dit non pas la boiteuse, comme dit tout le monde, mais le boiteux, parce qu'il boitait, Riza, Jo Riza, qui venait des tramways d'Alger. Vous aviez un projet politique? Non, je ne faisais pas politique, moi j'étais dans le quartier ouvrier. Qu'est-ce que vous cherchiez? Non, on voulait rester en Algérie, on voulait rester en Algérie, l'Algérie c'était la France, on est là-bas, notre génération, mon père est mort là-bas, et on voulait rester sur la terre, on croyait qu'elle appartenait à la France. Et voilà, on reste là. Vous aviez déjà tué quelqu'un avant? Non, jamais. Comment ça a été la première fois? C'était Normalement. J'étais parce que nous étions, mes collègues m'attendaient dans la voiture, bon, c'était un peu embêtant d'aller les flinguer un mec, mais on sachait ce qu'ils faisaient eux aussi. Hein. Ce qui était passionnant, c'était de voir à la fois, comme ce recrutement était banal, c'était des gens ordinaires, et très vite, les contacts avec l'armée. Nous avons découvert très rapidement que l'officier de la sécurité militaire qu'on avait détaché près de nous pour faire la liaison faisait partie du groupe, donc on s'affuyait complètement, et que des liens avec la métropole avaient été établis, notamment avec les poujadistes, notamment avec, Vatin et Martel étaient venus à Paris, ils avaient eu contact avec le fameux docteur Martin, ex-cagoulard, avec les représentants des poujadistes durs, et donc tout était en place finalement dans cette affaire de la Villa des Sources. Nous voyons déjà tout ce qui va être le noyau de base de l'OS, puisqu'on va retrouver Vatin dans les attentats contre le général de Gaulle et notamment au Petit Clamart, Riza dans les commandos Delta Alger, etc., etc. Philippe Castille fut l'un des premiers contre-terroristes. Ancien résistant, il vécut comme une continuité son passage à l'OAS. Pourtant, il n'était pas pied noir. Ça, c'est le tableau que j'ai d'abord peint en prison. J'ai fait mon autoportrait dans une toute petite glace. Mais je me suis réactualisé 10 ans après, de façon à faire apparaître même les rides inévitables. Mais depuis lors, je ne l'ai plus réactualisé, il restera comme ça. Alors, il y avait le pull qu'on avait en prison et la chemise qu'on avait en prison ici, à Saint-Martin-de-Ré. Moi aussi, je voulais faire quelque chose. J'étais quand même spécialiste en combat clandestin, en explosifs. Et c'est justement pour ça qu'un beau jour, en 1956, Weber m'a dit, mais écoute, on ne sait pas très bien, on a un explosif formidable, mais pour le mettre en route, on aurait besoin de conseils techniques. Est-ce que tu pourrais pas venir avec moi? Je vais te présenter un type extraordinaire qui s'appelle René Kovacs. C'est le patron, et il y avait beaucoup de respect pour lui. Alors évidemment, je me suis laissé tenter. L'objectif, c'était quoi? L'objectif, c'était Place La Vigerie, une réunion FLN que la police, par l'intermédiaire de Norbert Gazeux, nous avait signalée. Bon, évidemment, c'était une explosion assez extraordinaire. On n'a jamais su quel était le bilan exactement. Et puis ensuite, bien d'autres, les pieds noirs attendaient les bombes du samedi, parce que ça leur redonnait confiance un petit peu. Ils savaient qu'ils n'étaient pas tout seuls et que quelque chose se tramait. Les bombes du samedi, c'est-à-dire? Eh bien, c'est-à-dire que nous avions nous signalé des objectifs, l'écart soufi, bien parce qu'on travaillait. Je travaillais, moi, je vivais pas de mes rentes à cette époque. Les attentats et les samedis, parce que... Ah, c'était le samedi, oui. Parfois, extraordinairement, le soir, un jour de semaine, mais enfin, il fallait aussi accomplir son travail.
Et donc, les pieds noirs avaient l'habitude, samedi, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien voilà, samedi, il y a telle et telle chose qui ont sauté. Ce que disent les gardiens qui étaient tenus en respect par les armes que portaient les terroristes, ils ont dû vraisemblablement, à mon avis, jeter une grenade qui a enflammé la... En Algérie, les attentats rassurent les pieds noirs. Mais à Paris, ils donnent des idées à tous ceux qui voient dans la manipulation des contre-terroristes un moyen d'accéder au pouvoir. Qui vous aura relaté l'activité terroriste au cours de la nuit dernière à Alger. Ici, Alger, Europe numéro 1. Quel était l'objectif de ces attentats? D'abord, il fallait tout d'abord que la peur change de camp. Et puis nous attendions aussi qu'on vienne nous contacter. Les gouvernements de la 4e République se succédaient à vue d'œil. Et il fallait aussi changer la face des choses et que la France prenne une position beaucoup plus rigoureuse et beaucoup plus ferme concernant nos départements d'Algérie. Et donc on attendait qu'on vienne nous contacter, et c'est ce qu'on n'a pas manqué de faire. Fin 1956, le général Salan débarque à Alger avec le grade de commandant en chef. Pour beaucoup les pieds noirs, il est avant tout le bradeur de l'Indochine. Habilement manipulé par des comploteurs gaullistes qui cherchent à placer un homme à eux, le général Conny, les activistes du réseau de Philippe Castille tentent d'abattre Salan. C'est l'affaire dite du bazooka. Pourquoi tuer Salan? Parce que Salan gênait, parce que Salan n'aurait jamais laissé s'instaurer en Algérie un moyen de pression sur Paris si fort, c'est paradoxal puisque dans 3 ans il va faire le contraire, si fort qu'il mette les fondements de la République en danger. Salan était un officier républicain. J'avais fait un viseur en fil de fer de façon bien calculer le truc. On a fait descendre les fils le long de la cour intérieure pour mettre les deux bouts à une fenêtre qui avait à l'entresol de façon à ce qu'on le fasse fonctionner juste avant de sortir. Bon, et à ce moment-là, quand tout a été prêt, j'ai dit à mes camarades, mais écoutez, voilà, allez, maintenant, laissez-moi dégager. J'avais des grosses jumelles de marine, et je voyais le général Salan dans l'entrebâillement de la fenêtre. Puis avant de tirer, j'ai reçu une prière. C'est la prière qui l'a sauvé. Parce qu'il s'est fallu une prière. 30 secondes. Vous avez prié quoi? La Vierge. Non mais vous avez pris un vœu ou... Oui, j'ai fait un vœu. C'est discret? Ah non, ça c'est mon secret, ça, monsieur. C'est mon secret. Ça n'a pas duré 1 minute. Et puis après, je suis descendu les escaliers, j'ai pris la pile et j'ai mis le contact. Évidemment, ça a fonctionné. Une explosion gigantesque sur la place Bugeaud. Mais manque de peau, là, il y avait comme un enrôlier qui l'a pris en pleine poire. Derrière l'affaire du bazooka se cachent ceux qui, à Paris, cherchent à jouer la carte de l'Algérie française pour abattre la 4e République et remettre en selle le général de Gaulle. Un mystérieux comité des 6 qu'on dit dirigé par Michel Debré, le plus ardent des gaullistes. Et pendant que les militaires poursuivent leur campagne de pacification dans le bled, les groupes contre-terroristes d'Alger se retrouvent aux côtés de l'armée pour défendre l'Algérie française. Des liens se nouent entre ceux qui se retrouveront bientôt dans l'OAS. Le fruit est mûr. La poudrière algérienne est prête à exploser. Le 13 mai 1958, après plusieurs jours de manifestations monstres à Alger, l'armée habilement travaillée par les activistes gaullistes prend le contrôle de l'Algérie et Salan appelle De Gaulle au pouvoir. La 4e République cède. De Gaulle apparaît à tous comme le sauveur. Tous les éléments sont en place pour un grand malentendu. Je vous ai compris. Je sais ce qui s'est passé ici. La France considère que dans toute l'Algérie, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants. Il n'y a que des Français à part entière. De Gaulle, on y a cru, fortement. De Gaulle, c'était le sauveur, donc on lui a fait confiance. Et après, il nous a trahis, bien sûr. Mais on y a cru. Moi personnellement, j'y ai cru. Moi, j'ai un film où j'ai filmé De Gaulle quand il est arrivé à Oran. J'étais monté sur l'échelle de l'EGA. C'était un ami qui était conducteur, il m'avait laissé monter. À l'époque, j'étais militaire, j'étais veillant marin. Et du sommet de l'échelle, j'ai filmé De Gaulle en 8 mm. Bonjour et vive la France, mon général de Gaulle, soyez le bienvenu. Après voilà 12 ans, garçons et filles, pelotons, escadrilles, se rallient à
à votre commandement. Retire non l'alerte, retire non l'alerte, avec l'Algérie française, avec la Suède salon. Retire non l'alerte, retire non l'alerte, avec l'Algérie française, avec la Suède salon. Vive l'Estaganem! Vive l'Algérie française! Il s'est emparé du pouvoir en faveur de l'Algérie française, il est venu avec ça, sans cela il ne serait jamais venu au pouvoir. L'armée a-t-il cherché pour lui dire, voilà, vous êtes le seul pour garder l'Algérie? Il a dit, oui, je la garde. À Mostaganem, il dit, vive l'Algérie française. À Alger, il dit, je vous ai compris. Les Français à part entière. Un an après, il nous trahit. Devant la France, un problème difficile et sanglant reste posé, celui de l'Algérie. Il faut le résoudre. Nous le ferons comme une grande nation et par la seule voie qui vaille, je veux dire le choix que les Algériens eux-mêmes feront de leur propre destin. Le discours de De Gaulle sur l'autodétermination est perçu comme une trahison par les pieds noirs, par les activistes et une partie des militaires. En 1960, un mouvement insurrectionnel, les barricades d'Alger, tente sans succès d'inverser le cours des événements. Les meneurs fuient vers l'Espagne franquiste, qui les accueille avec bienveillance. Bientôt rejoint par le général Salan qui n'a pas digéré d'avoir été utilisé par De Gaulle en mai 58, les exilés des barricades créent l'OAS en février 1961. L'OAS s'avère dès le départ comme un mouvement de résistance armée. Donc il y a là un passage du front qui est absolument évident, et je dirais que nous, partisans de l'Algérie française, nous sommes conscients que nous commençons à jouer nos dernières cartes. Quelle est la référence historique? J'ai deux références historiques. D'abord, c'est le livre du général Borko-Moravski, L'insurrection de Varsovie. Et à la lecture de ce livre, je suis frappé du fait que 50 000 combattants de la résistance polonaise, un certain dimanche, à 17h de l'après-midi, vont pouvoir s'emparer de Varsovie, alors que Varsovie est tenue jusque-là par une armée allemande massivement présente et par la police allemande. Et puis il y a un deuxième livre qui est Exodus, qui m'a beaucoup frappé, qui me frappera encore, et qui est l'histoire malgré tout de la résistance des Israéliens durant l'occupation britannique et après cette même occupation, qui eux aussi vont constituer une armée à partir de volontaires, à partir de civils, et qui vont libérer une grande partie du territoire palestinien. Le rêve des fondateurs de l'OAS semble se concrétiser 2 mois plus tard. Le 21 avril 1961 débute à Alger et à Oran un putsch militaire à l'initiative du 1er régiment étranger parachutiste, qui deviendra le fer de lance de l'OAS. À sa tête, les 4 généraux, Schall, Salan, Jour, Zeller, le Carteron, comme dira De Gaulle, ne parvient pas à soulever l'ensemble de l'armée française. Après un premier mouvement de panique, le pouvoir parisien comprend bien vite qu'il ne risque pas grand-chose. L'armée loyaliste reprend le contrôle d'Alger le 25 avril, Schall est arrêté et amené à la prison de la Santé, Salan passe dans la clandestinité avec d'autres cadres de l'armée et appelle à poursuivre la lutte. Le putsch, c'est un fiasco. C'est la nuit de l'échec. Et là, il faut se retrouver, se regrouper, c'est la clandestinité de nouveau, dans des conditions qui n'avaient pas été préparées. On se retrouve clandestin, on s'organise comme un peu, et puis on va s'organiser la nouvelle mouture de l'OAS, parce que théoriquement, elle avait été créée quelque temps auparavant par la Gaillard, puisqu'il dit que c'est lui qui l'a créée. Oui, il a créé l'OAS, d'accord, aucune histoire importante, c'est pas moi qui l'ai créé. C'est le colonel Godard qui s'est chargé de faire un deuxième organigramme qui lui s'inspirait beaucoup de l'organigramme du FLN dans la région algéroise.
Donc il y avait un poste de chef d'état-major qu'il avait prévu d'occuper, puis une branche qui était la branche APP, Action politique et psychologique, qui m'était confiée, une branche ORO, Organisation, renseignement opérationnel, qui a été officiellement donnée au docteur Pérez, encore que ce soit surtout le lieutenant de Gueldre qui l'ait ensuite prise en main et dirigée. Et enfin, une branche OM, organisation de masse, qui était placée sous l'égide du colonel Gard. Sous l'influence de Jean-Jacques Suzini, le général Salan, chef suprême de l'OAS, ordonne à ses troupes d'inonder les villes d'Algérie de ces trois lettres OAS qui s'imposent rapidement comme un slogan publicitaire. C'est quelques mois après sa création à Madrid le vrai démarrage de l'OAS qui réunit anciens contre-terroristes, activistes et militaires. La politique, papa, c'était pas son truc. C'était une opposition d'hommes, de soldats devant un morcellement du territoire, devant des promesses pas tenues, devant certainement des populations qui allaient être laissées à l'abandon. C'était quelqu'un que, comme il a fait graver sur sa tombe, soldat de la Grande Guerre, c'était tout un ensemble de principes qui ont tellement cours maintenant, mais qui étaient quand même pour lui très importants. C'était pas de la politique, c'était servitude de grandeur militaire. Hein. On n'a pas le droit d'abandonner des populations, on n'a pas le droit de morceler le territoire national. Ses maîtres, c'était Jean Gallieni, c'était un autre siècle. Un chef d'État parjure, maître de l'imposture, des honneurs de notre armée, le fait assassiner. Il a trahi les pieds-bras, banni Christ et Agathe, et tué en les vieillards, sali nos étendards. Il a livré les harkis au coup de FLN, abandonné l'Algérie à la loi de la haine. Au martyr de l'Algérie française, assassiné par les forces de l'ordre, capitaine Le Puvin, mort pour la France. Livré à l'ennemi, commandant Bazin, mort pour la France. Exécuté après jugement de tribunaux d'exception, Albert Bofka, mort pour la France. Claude Piex, mort pour la France. lieutenant Roger de Gueldre, mort pour la France. colonel Jean-Bastien Thierry, mort pour la France. Vous avez travaillé avec lui? Oui, c'était mon lieutenant. Hein. C'était un peu son... Il était avec lui tout le temps, tous les matins, je le voyais dans son PC. Nous avions un PC, on le voyait, nous donnait les instructions, les ordres, et puis nous allons faire nos opérations. Il savait que je faisais partie d'un réseau, j'ai été présenté par d'autres amis, dont Joseph Rizal que vous avez rencontré, Josué Giner, dont vous avez entendu peut-être parler, il y avait, comment dirais-je, Polo Mossetti, il y en avait d'autres encore, Polo Mossilla, Dino Cheveux, enfin d'autres, un certain nombre de gars avec qui j'étais en contact. Et à partir de là, il me dit, bon, voilà ce qu'on est en train de former, nous allons structurer des commandos. Et d'ailleurs, j'ai participé, moi je vous le dis franchement, comme je tapais très vite à la machine, j'ai été à l'origine de la création, si vous voulez, des deltas, si vous voulez. Pas moi, c'était le lieutenant de Gueldre qui créait les numéros, mais si vous voulez, il nous demandait l'organigramme. C'est le lieutenant de Gueldre qui vous a dicté l'organigramme des deltas. Exactement, oui. Alors j'ai commencé à recruter mes copains qui étaient auparavant dans le groupe avec moi, qui étaient dans les contre-terroristes. Et comme ça qu'on a monté le Delta. Et le gars me dit, bon, Dofkar, toi tu seras le Delta 1, il me dit à moi, toi tu seras le Delta 9, et Jésus on va le mettre Delta 5. Comme ça ils croiront
qui a une chaîne de delta. Vous étiez dans un commando qui était dirigé par qui? Le commando, c'était moi le patron. D'accord. Vous aviez combien de personnes? Au départ, il y avait 8 hommes réguliers. Ensuite, bon, il y a eu des gens qui ont... quand il y a eu des opérations à faire, les opérations ponctuelles, ce sont des exécutions. Bon. Vous avez des gens qui carrément, même des anciens, parce que moi, j'ai pris avec moi que des parachutistes de mon régiment que je connaissais bien, avec qui j'avais confiance. Les gars qui étaient bananés, les types qui avaient véritablement baroudé. Et puis, il y a quelques-uns qui sont venus, même pas me trouver à moi, à trouver ma femme en disant, on ne peut pas travailler, il est par jour complet, quoi. Il n'a peur de rien, il va, moi j'ai dit, Pencasba, il fallait éliminer la HPPLN, j'y allais. Les deltas ont été considérés par nos adversaires comme une menace considérable, d'autant que ces mêmes adversaires ne savaient pas si le feu qui était parti d'Algérie ne trouverait pas un moyen de brûler en métropole, et que donc ils ont été très, très choqués, très apeurés par les méthodes que nous avions utilisées ou que nous utilisions, alors que le FLN les employait bien en pire depuis 7 ans déjà. Le directeur de l'établissement est venu me trouver en me disant est-ce que ça ne serait pas votre père, hein, le commissaire Gavouri de Alger? Oui, bien sûr. Alors, donc il me dit écoutez, j'ai une triste nouvelle, il vient d'être abattu, tué à Alger. 2 légionnaires étaient entrés dans l'appartement de notre père. Et donc, l'un des agresseurs lui a asséné un coup de matraque, on va dire, pour l'assommer. Mais le coup ayant emporté, mais notre père n'a pas perdu connaissance. Et à ce moment-là, donc, l'autre agresseur, qui s'appelle Claude Taine, qui est le véritable assassin, s'est trouvé, lui a fait le coup de la sentinelle, quoi. Et il l'a attaqué au poignard par derrière. Bon, classique, un coup au cœur, un coup dans l'artère sous-clavière, et puis ça va très vite, quoi. L'assassinat donc aurait été commandité par Suzini. Suzini ou De Gaulle? Ah, Suzini qui a demandé à De Gueltre de le faire. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. Gavouri, c'est vous? Absolument. C'est le premier gros attentat, enfin le gros opération ponctuelle. Tout à fait. Est-ce que c'était un de vos ennemis? Tout à fait. Gavouri menait une action anti-activiste et anti-Algérie française importante. Là, il avait pris, vous savez, beaucoup de policiers m'ont demandé par la suite pour quelle raison tel commissaire avait été abattu, tel autre avait été abattu. Je leur ai donné des précisions, je leur ai répondu, et je leur ai dit qu'à partir du moment où il était contre nous, il faisait un choix. Que nous étions là, non pas pour obéir à des principes normatifs plus ou moins vagues, ou pour faire carrière, mais que nous étions là pour défendre une patrie charnelle. Gavouri, dans ses fonctions, était votre ennemi. Tout à fait. On avait l'impression que le pouvoir français n'était pas représenté en Algérie. L'OAS, c'était un poisson dans l'eau. Au milieu de la population européenne d'Algérie, les commandos Delta pouvaient assassiner des fonctionnaires français, des policiers français, des gaullistes, des communistes, des nationalistes algériens. En octobre 1961, un groupe d'aventuriers, gaullistes de toujours et demi-soldes, débarque à Alger. Leur but, utiliser les mêmes moyens que l'OAS pour la détruire. Ils seront bientôt une soixantaine et le nom que leur trouvera le journaliste Lucien Baudard, les Barbouzes, leur collera à la peau jusqu'à aujourd'hui. Ils reviendront pour la plupart dans des cercueils. Nous avons lutté contre les Barbouzes, qui étaient nos ennemis, mais eux aussi, s'ils nous avaient attrapés, nous auraient fait pareil que nous, on a voulu leur faire. Alors là, Bitterlin et compagnie, ils avaient leur PC,
C'est la rue Séverine, où on s'est occupé de Goulet et de Biternin. On est sur le guette, là, tous les soirs, il rentre la voiture en marche arrière. Et cette fois-ci, qu'on devait faire le coup sur lui, il a rentré en marche avant, et il est sorti en marche arrière. Mais moi, s'il avait été de face, il ne serait pas là en ce moment. Voilà, alors il est sorti en marche arrière, mais comme il y avait un commando, on était trois de chaque côté, moi dans la rue, juste en face d'eux, et mon copain, dans une maison en construction, notre commando, il a pris en filature aussi. Alors, je ne pouvais pas avancer parce que lui, il tirait dessus. Mais s'il avait été de face comme ça, j'aurais pas besoin de votre culture dedans. Hein. Mais j'ai pris une grenade quand même. On a une MK2, la Goulet a été bien blessée. Lui, légèrement. Mais il boite maintenant, hein. Mais enfin. Il doit la vie à cette Mercedes qui sortait en marche arrière. André Goulet sera très grièvement blessé, moi très superficiellement, mais enfin, c'est le déclenchement. L'OS a identifié un emplacement où nous étions et à la radio. Combien de Delta ont tiré sur vous? Ils étaient 4 pistolets mitrailleurs. On dit beaucoup que les barbouzes Mitterrand ont servi de leurre pour épuiser les commandos d'État. Oui, moi c'est ce que je pense aussi. L'OS avait été très inquiet et vraiment c'est devenu un combat prioritaire. Et dans ces périodes-là, on a vu l'OS dans les villas successives, on l'a vu tirer sur des Européens qui étaient là, on l'a vu les poursuivre dans l'hôpital Maillot, et ils ont été très inquiets. C'est devenu un combat prioritaire, sûrement. En métropole, l'OAS s'attaque à tous ceux qu'elle estime être ses ennemis sur le plan idéologique. Journaux comme France Soir ou France Observateur, le futur Nouvel Obs, intellectuels et politiques. Elle ne cherche pas à tuer, à la différence de son homologue d'Algérie. Vous êtes l'inventeur des Nuits Bleues. Vous avez fait des émules depuis. Oui, oui, c'est vrai, mais pas dans le bon sens aussi. La terme Nuit Bleue, mais les Nuits Bleues sont les nuits avec des feux d'artifice. Alors donc j'ai adopté ce terme. J'ai même fait péter un commissariat de police. C'est ce qui a déclenché vraiment la chasse à l'homme après. C'était des attentats pour faire peur ou pour tuer ou pour blesser? Non, c'était pour faire peur. Et pour indiquer que l'OAS était présente en métropole et qu'il ne pourrait pas faire n'importe quoi sans que nous soyons là et sans que nous ayons au loin. Notre objectif suivant, ça devait être la Tour Eiffel. Et puis dans le moment de Brigitte Bardot, on savait à peu près à quelle heure elle sortait, etc. Et ma femme, on avait décidé de l'enlever en voiture, de mettre un bandeau sur les yeux, quelque chose pour qu'elle ne crie pas non plus, et on l'avait emmenée à la Jeune-Vraie, dans la villa de mon ami, dont je ne peux pas citer le nom, et elle y serait restée avec tous les honneurs dus à son rang dans la plus parfaite courtoisie 3-4 jours, et puis ensuite on l'aurait relâché sans demander de rançon. D'ailleurs, c'était notre... on voulait que les choses se passent le plus courtoisement, et ensuite elle aurait pu raconter l'OAS fait ce qu'elle veut, où elle veut, quand elle veut. Donc, le pot s'était arrêté avant. J'ai ouvert la porte de OAS. T'as 5 minutes pour réfléchir, donne-moi 15 millions ou je te brûle. Je fais, oh ouais, t'énerve pas, non? Qu'est-ce qui t'arrive? Donne-moi 15 briques ou je te brûle. Je lui dis, je te donne cet argent, tu pourrais m'en donner un peu? J'ai plus un sou. Il a pas voulu en jeter un salaud. Alors il m'a donné 100 sacs. Puis il m'a dit, tu vois toi, t'es chouette Fernand. J'aurais visé la tête. L'OAS n'a jamais été taxé des petits commerçants ou des gens qui se battaient pour vivre ou faire vivre leur famille. Non, c'était les gros industriels, les grandes surfaces, il y en avait déjà à l'époque à Oran, quoi, enfin les grands magasins. Pas les commerces de centre-ville. Pas les petits commerçants, non, pas les petits. Les petits, non. C'était grand, oui. C'était les négociants en vin, les négociants, les payés. Pardon? Oui, tout le monde. Oui. C'est-à-dire combien de personnes On demandait très peu, on demandait 2000 anciens francs par mois. Mais les corps de métier étaient taxés, oui. Les médecins,
Les avocats, eux, oui, ils étaient obligés de cotiser. Il y a d'abord les lettres de mise en condition des gens, on va venir vous voir, faites un bon accueil à la personne qui va vous demander de cotiser. En ce qui vous concerne, nous avons jugé que votre participation au combat de X nouveaux francs par mois. Et l'encaisseur, le racketteur, remet en échange ceci, n'est-ce pas, chèque de 1000 nouveaux francs, somme versée à titre de contribution volontaire, et comment, à l'œuvre de rénovation nationale entreprise par l'organisation armée secrète. L'OAS multiplie ainsi les actions. Raquettes, hold-up avec souvent des complicités dans la place, et les mots d'ordre, embouteillage, grève générale pour prouver à la métropole son crédit auprès des Français d'Algérie. À Alger, ces manifestations ne réussissent pas à entraîner la population qui cherche à rester en dehors du conflit. À Oran, en revanche, l'OAS est comme un poisson dans l'eau. La ville est sous son contrôle. On faisait de la puissance quand on voulait. Un jour, on décide que le couvre-feu n'existe pas, parce qu'il y avait un couvre-feu qui était à 7h30, 8h. On disait, bon ben aujourd'hui, pas de couvre-feu jusqu'à 11h. Et pas de couvre-feu. Les gens on sortait des tracts, on dit, vous êtes avec nous ou contre nous? C'est-à-dire, on était pour l'Algérie française ou on était contre. Mais on ne pouvait pas dire, ah oui, mais peut-être qu'on n'avait pas de questions à se poser. On contrôlait tout. Tout. Les PTT, on allait là-bas, ben, les PTT avaient, si un jour on ne voulait pas que le tri des PTT se fasse, le tri des PTT ne se faisait pas. Il n'y avait plus, l'armée, elle passait que de temps en temps, elle faisait des contrôles, mais très vite, elle avait une peur bleue. C'est ça, le contrôle de droit. Dans les rues d'Alger ensoleillées, les femmes restent frivoles, élégantes. Les militaires sont en tenue d'apparat. On veut oublier les attentats et la guerre toute proche. 1961, nous avons une grosse difficulté à empêcher les paiements de partir en vacances. Il a fallu avoir recours à des méthodes très brutales pour les en empêcher. Je me rappelle du capitaine Le Pivin faisant tuer un bijoutier de Maisonnet pour faire comprendre aux gens de sa section que cette année-là, on ne partait pas en vacances. Il a été rencontré. Quelques-uns, oui, parce qu'après, ils sont pas partis en vacances, en fait. Quand j'ai joué au CLJ, au club de Géoliosté, le gardien de but était un arabe. Et comme vient ces recoupements dont on vous parle, j'apprends que cet arabe est du FLN, bien sûr qu'il n'y avait plus de match de football. Et donc je suis obligé de décréter sa mort et il meurt. Oui, ça m'a fait beaucoup mal parce qu'on avait passé quand même des années ensemble. Moi j'étais défense centrale et lui était gardien de but, ça m'a fait du mal. Mais on faisait ça pour cette Algérie française, vous me dites. Ben, Vous voyez cette bande verte qui monte jusqu'au bosquet là. La bombe était là. Tiens, c'est là. C'est ici. Vous êtes en plein dessus, hein? On est en plein dessus, c'est là. La nouvelle d'un attentat manqué contre le chef de l'État français allait se répandre à travers le monde. Le ministre de l'Intérieur imputait ce complot à l'OAS, se basant sur les aveux d'un des exécutants, Martial de Villemandie, arrêté près du lieu où la machine infernale avait été disposée. Sa nationale 19, dans un tas de sable, que l'engin avait été enfoui, relié par un fil enterré, à une magnéto disposée dans un bocteau à 400 mètres de la route. C'est le bosquet où De Villemandie a fait la mise à feu. C'est le bosquet qui est là. De Villemandie rejoignait son bosquet et Cabane de Leprade se trouvait là.
Et il a signalé par appel de phare, un seul appel de phare, la voiture du président était la première dans le convoi. C'est cet arbre-là qui était juste en face, qui a permis à déterminer quand les feux arrivaient à un certain niveau sur l'arbre, il savait qu'il fallait qu'il appuie. Si l'artificier qui a préparé la bombe, c'est-à-dire une bouteille de butane vide dont on avait découpé le fond et qu'on avait bourré de plein de plastique, s'il avait su qu'il aurait fallu amalgamer ce plastique ensemble, comme si ça avait été des pains de mastic par exemple, et qu'il ait mis un détonateur un peu plus puissant, ces 40 kilos d'explosifs auraient creusé un énorme entonnoir, il y en a eu un d'ailleurs, mais beaucoup moins puissant qu'il ne pensait, que le bouchon de la bouteille qui était tourné vers l'avant a probablement traversé la voiture, enfin c'était un attentat extrêmement dangereux. À côté de la bombe, on a mis un bidon de 20 litres de napalm, qui avait été du napalm local qui avait été fabriqué, de façon à pouvoir faire un rideau de flamme au moment de l'explosion. C'est ce qui s'est passé. Au volant de la voiture, il y avait le gendarme Marou, qui avait des nerfs d'acier, et qui était également au volant de la voiture le jour du Petit Clamart, tout à fait par hasard. On peut dire que là, le général à Petit Clamart lui a dû la vie, et à Pont-sur-Seine, eh bien, il ne s'est pas arrêté, il a continué à rouler jusqu'au premier village, donc tout s'est très bien passé.